Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, messieurs et dames, vous y êtes, nous y sommes. Voilà, nous sommes lundi 21 mai 2018 et vous êtes en direct, bien évidemment, dans le premier numéro de cette semaine. Notre invité, c'est le docteur, en tout cas, c'est docteur Emmanuel Gnagnon. Il est déjà avec nous, docteur Emmanuel Gnagnon, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, comment allez-vous? Je vais bien. Ah, d'accord. Alors, vous avez célébré hier aussi la Pentecôte. La descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Oui, puisque vous êtes chrétien, à ce que je sache. Oui, je suis bien évidemment chrétien. Oui. Et comment ça s'est passé hier? Vous savez, c'est un moment de grande émotion lorsque nous faisons un avec l'Esprit, avec le Seigneur, d'autant que nous ne sommes pas nous-mêmes les maîtres de tout ce que nous maîtrisons, justement. Donc, nous nous abandonnons toujours à une force suprême qui est là, qui est l'entité qui a tout, qui voit tout, qui connaît tout avant nous. Nous lui faisons confiance. Et donc, je crois que la descente du Saint-Esprit pour chacun d'entre nous est un moment inouï où nous faisons l'expérience d'être en intimité avec celui qui nous a envoyé. D'être connecté avec Dieu. Et puis, certainement également être inspiré par lui pour trouver surtout des solutions à nos problèmes. Et vous le faites aussi, vous l'invitez également dans vos activités, vos différentes activités? Absolument, vous savez. À vous guider, à vous orienter? Absolument. C'est en vain que les bâtisseurs bâtissent si le Seigneur n'est pas avec eux. Et c'est en vain également que les royaumes peuvent encore prétendre rester longtemps si Dieu dit son dernier mot, c'est fini. Et c'est en vain également que les sentinelles gardent la maison si le Seigneur n'y veille pas. Absolument. Alors, vous êtes président des sentinelles de la République. Alors, pourquoi ce nom? Non, en fait, je ne suis pas le président des sentinelles de la République. Je suis le coordonnateur national coordonnateur adjoint chargé de la communication au sein du mouvement Les Sentinelles de la République. Voilà. Nous avons choisi de prendre le nom Sentinelle de la République parce que, c'est vrai, il faut encore peut-être rappeler que nous sommes un mouvement de jeunes venus de partout, de plusieurs horizons, des jeunes épris de liberté, épris de valeurs républicaines, épris de pouvoir vivre dans une cité où les droits de l'homme sont respectés, où les valeurs républicaines sont promues, où le jeune a une place qui puisse lui permettre de pouvoir s'épanouir, de pouvoir également contribuer à apporter, n'est-ce pas, ses compétences au développement de sa cité. Donc voilà un peu l'idée qui a sous-tendu la création du mouvement Les Sentinelles de la République. Et quel objectif précis pour vous? Nous avons 3 objectifs. Premièrement, agir pour la réalisation de l'alternance politique et l'enracinement de l'état de droit dans notre pays. Agir également pour la promotion des valeurs républicaines et ensuite agir pour que nous puissions promouvoir le leadership politique des jeunes. Nous savons également que les jeunes ont besoin d'être promus politiquement parce que actuellement actuellement le grand débat sur le dividende démographique est là. Les jeunes représentent près de 70% de la population togolaise. Il est important donc que ces jeunes-là soient également associés effectivement aux prises de décisions politiques. Doivent d'abord fassent une note montre donc d'une compétence, d'une certaine maturité, d'un engagement à eux-mêmes d'abord. Oui, vous savez que effectivement à l'heure actuelle beaucoup de jeunes togolais, je ne veux pas commencer par vous donner des exemples, mais des jeunes sont effectivement nantis. Nos universités, malgré leur état, contribuent quand même à former des jeunes. Des jeunes localement sont formés. Des jeunes togolais sont également formés à l'extérieur du Togo. Actuellement, le Togo dispose effectivement de tout un panel important et appréciable positivement de jeunes capables de pouvoir contribuer au développement de notre pays, de pouvoir certainement apporter beaucoup d'opinions constructives pour pouvoir effectivement édifier une nation noble, une nation que nous allons pouvoir laisser aux générations futures et dont nous serons effectivement fiers. Et le deuxième objectif, c'est quoi? Le deuxième objectif, c'est de pouvoir lutter pour l'alternance politique et puis l'enracinement de l'état de droit dans notre pays. Vous savez très bien que de toute l'histoire du Togo, les jeunes ont
beaucoup contribué. Au moment des indépendances, les jeunes étaient là pour pouvoir accompagner le processus. Au moment du processus de démocratisation dans les années 90, les jeunes étaient là pour pouvoir également instiguer les mouvements à portée de leurs pieds, non des moindres, pour pouvoir justement enclencher le processus démocratique dans notre pays. Et donc, à l'heure actuelle où notre pays semble justement être dans une forme d'enlisement qui ne dit pas son nom, il est important que les jeunes soient encore au rendez-vous pour pouvoir contribuer et à apporter des solutions à notre pays. Et face à cet enlisement, est-ce que les jeunes ont leur mot à dire? Et dans quel sens? Absolument. Face à l'enlisement actuel auquel nous sommes en train d'assister, la jeunesse togolaise dans son entièreté devrait servir de force tampon. De force tampon pour que nous puissions aider nos aînés à trouver des solutions. Parce que le grand perdant de l'enlisement ou alors de la situation de crispation politique qui perdure dans notre pays, c'est les jeunes. Et ensuite, si jamais on arrivait à trouver des solutions, les jeunes seraient également le grand gagnant. Donc c'est pour cela que c'est important et c'est pour cela que les Sentinelles de la République continuent de lancer un vibrant appel à tous les jeunes, sans bord, tous les jeunes, tous bords confondus, pour que nous puissions nous mettre, n'est-ce pas, en mouvement et que nous puissions justement apporter notre pierre et surtout faire comprendre à nos aînés que c'est vrai, ils ont beaucoup fait jusque-là, ils ont donné de leur temps, de leur jeunesse à leur moment pour pouvoir apporter des solutions, mais nous devons également comprendre une réalité. Moïse a tout fait, mais Moïse n'est pas allé à Canaan. Oui, mais là, ça voudrait dire que vous êtes en train de mijoter le renversement donc des aînés? Non, ce n'est pas ça. Vous êtes allé trop vite en besogne. Loin de nous cette idée. Vous savez que, en fait, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que les jeunes voudraient justement accompagner aussi les aînés, tout bord confondu. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut peut-être penser le problème togolais sous un paradigme générationnel. C'est possible. C'est-à-dire que les jeunes qui n'ont pas réellement connu 90, qui ne sont pas aujourd'hui nostalgiques de ces événements malheureux, et qui peuvent facilement se retrouver autour d'une table pour pouvoir discuter franchement sans pour autant garder rancune les uns contre les autres. Je pense que la discussion peut aller facilement. Il est important que ces jeunes-là de cette génération puissent savoir que nous avons un devoir de génération. Ce devoir de génération nous demande absolument de pouvoir penser le problème togolais désormais non pas forcément en termes partisans mais en termes de génération, pour que notre génération puisse être aux côtés de la génération qui cohabite avec nous, mais qui est en train de partir, nous puissions être à leur côté, mais tout simplement leur dire, vous avez beaucoup fait pour nous, tout ce que vous faites c'est pour nous, maintenant nous voudrions également vous accompagner pour que nous puissions atteindre un bon port. Oui, mais quand même, si on s'attarde un tout petit peu sur le profil des responsables des Sentinelles de la République, on remarque que vous êtes d'un parti d'opposition, votre premier ou bien l'adjoint, je ne sais pas, M. Akoumé Gérard est aussi de la coalition. Est-ce que cette nomenclature pourrait toutefois faciliter l'intégration telle que vous le préconisez au niveau de votre mouvement, à supposer que les jeunes de UNI puissent rentrer dans votre groupe? Oui, sans vous mentir, c'est vrai que cela peut être un défi, et ça je l'avoue, mais il faut dire tout simplement que c'est parce que l'initiative est partie des jeunes qui sont tout d'abord des jeunes, qui sont avant tout des jeunes, mais c'est vrai qu'ils sont dans des partis politiques. Je suis le secrétaire national chargé de la communication des FDR de Maître Apévon, le coordonnateur est des partis des démocrates, Gérald Akoumé. D'autres jeunes également sont venus de la société civile. C'est vrai, je vais le dire ici, nous avons eu déjà contacté plusieurs fois les jeunes de UNIR pour leur parler de la nécessité de se mettre ensemble en tant que jeunes. Et quelle a été la réponse des jeunes de UNIR? Non, c'est vrai, il n'y a pas de refus, mais il y a quand même de l'hésitation, il y a quand même peut-être du doute, mais nous on a toujours continué à dire que l'essentiel c'est que la jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse doit pouvoir comprendre une réalité. Les partis politiques sont là, nous sommes dans des partis politiques, nous sommes dans des organisations, mais nous sommes des Togolais jeunes avant tout. Et en tant que Togolais jeunes avant tout, et par nature, donc Togolais jeunes avant tout, il est important pour nous que nous puissions avoir un cadre de discussion en dehors de la politique. En dehors de la politique, les Sentinelles de la République voudraient justement initier cette plateforme-là pour permettre à tous les jeunes sans bord, à tous les jeunes tout bords confondus, de pouvoir se retrouver, pouvoir parler. Nous avons effectivement fait des pieds et des mains vers nos frères et nos amis
amis, de unir des jeunes. Pour le moment, je crois que, moi je le dis franchement, moi j'ai eu déjà à parler au téléphone avec Malik. Je l'ai appelé, malheureusement on n'a pas eu le temps de se voir. J'ai parlé avec la ministre Assi, qui a également beaucoup d'occupations. On n'a pas pu se rencontrer. Mais l'essentiel pour nous, c'est qu'aujourd'hui, nous voudrions quand même montrer que nous sommes une jeunesse qui n'est toujours pas, comme les gens ont l'habitude de le penser, qui n'est pas portée pour la violence. Mais nous sommes portés également pour le dialogue. C'est pour cela que nous menons des actions de cette nature-là. De toutes les façons, voilà. On est des mais nous croyons avant tout. Et par exemple, mais il y a-t-il bon espoir que ça puisse quand même porter. Nous sommes sous les feux de Pentecôte. Je crois que l'Esprit Saint inspirera chacun d'entre nous pour que nous puissions trouver des solutions idoines à notre peuple et surtout à notre pays. Et je crois en Dieu. Je sais que Dieu le fera quand lui décide de le faire. Quand il décide, par exemple, que Pharaon laisse le peuple partir, Pharaon n'y pourra plus rien. Le jour où il décidera, nul ne pourra se mettre en travers de sa route. Voilà, mais vous êtes porteur quand même au niveau des anciens de la République d'un message clé, statut des anciens présidents du Togo. Est-ce que ce statut n'existait pas? Le statut là n'a jamais existé. La loi, bien sûr, la loi dans la Constitution de 92, en son article 75, il stipulait qu'une loi organique détermine le statut des anciens présidents de la République en ce qui concerne leur énumération et leur sécurité. Cette loi-là, d'abord cet article a survécu aux modifications de 2002. Ce qui veut dire que dans la forme de... Quand nous sommes finalement dans une dynamique où c'est comme si on a deux constitutions, de constitution 92 et puis constitution de 2002, mais c'est la même constitution modifiée. Mais je voudrais tout simplement dire que l'article-là n'a pas vécu les martyrs de la modification. Donc l'article 75 n'a pas été modifié en 2002. Ce qui voudra dire que cet article est là aujourd'hui. Et malheureusement, c'est vrai, il y a encore d'autres articles sur la déclaration des biens, sur le conseil économique, qui sont également contenus dans notre constitution, mais qui n'ont jamais été appliqués. Mais pour nous, aujourd'hui, en tant que sentinelles de la République, et surtout au regard de la crise politique que traverse notre pays actuellement, nous avons pensé qu'il y a un article qui, même si cela n'est pas la forme de panacée possible, cela peut être un élément qui pourra quand même faciliter les discussions. Ça pourrait permettre à décanter la situation. C'est l'article qui porte sur justement le statut des anciens présidents de la République. Nous pensons que le statut des anciens présidents de la République, on ne doit pas avoir la situation, on ne doit pas être dans la situation avant de penser la chose. La loi prévoit. Oui. Et c'est pour la loi anticipe la loi anticipe toujours. J'ai été choqué, scandalisé lorsque nous sommes dans notre dynamique de plaidoyer, de rencontrer certaines personnalités qui nous ont dit que cette loi-là, cette action-là n'est pas opportune ou alors ce n'est pas le moment parce que nous n'avons pas... Et puis c'est ça aussi la réaction, que nous n'avons pas encore d'ancien président de la République. Mais j'ai dit, est-ce que vous pensez que nous devons avoir d'abord un ancien président de la République avant de prévoir, d'autant que notre constitution dispose déjà cette situation? Est-ce que nous avons besoin d'avoir un ancien président de la République avant de pouvoir prévoir justement les conditions dans lesquelles nous allons le mettre dans l'après-pouvoir? Aujourd'hui, dans notre pays, l'après-pouvoir constitutionnellement parlant n'est pas matérialisé. Oui. L'après-pouvoir, il n'y a pas de disposition. La disposition est là. La disposition est là, mais la loi qui doit décrire, qui doit maintenant accompagner, qui doit mettre en œuvre, n'est-ce pas, cette disposition constitutionnelle n'est pas là, n'existe pas, n'a pas été votée. Alors, dans ces conditions, celui qui est au pouvoir actuellement peut ne pas avoir une existence de l'après-pouvoir, de manière constitutionnellement parlant. Alors que la Constitution le prévoit. Pourquoi ne pas le faire? C'est vrai, quand nous avons approché les doyens, je ne vais pas vous le cacher. Ici. Nous avons quand même été reçus par des autorités politiques, nous avons été reçus par parce que nous sommes dans la phase des plaidoyers au niveau de cette campagne. Auprès de différentes structures et entités. Etc. Alors donc, nous avons appris que en 94, cette loi aurait pu être votée, mais c'était les députés du parti présidentiel d'alors, RPT donc, qui avaient pensé que non, Yadema, monsieur Yadema, le président Yadema, ne peut pas devenir l'ancien président et que le Togo n'en a pas besoin. Mais nul n'est éternel. Nul n'est éternel. Ce qui est nouveau aujourd'hui deviendra ancien.
Mon portable que je tiens dans ma main là, c'est maintenant devenu déjà très ancien. Mais au départ, c'était nouveau. Oui. Donc, absolument, on finira par avoir un ancien président. Mais le souhait des sentinelles de la République, c'est que nous puissions avoir un ancien président vivant encore sur le sol togolais, comme nous le voyons dans d'autres pays. Oui, le Bénin, le Ghana. Pouvant être consultable à tout moment, devenant justement une ressource pour la population et pour les jeunes, devenant un modèle que les jeunes pourront approcher et apprendre de lui à tout moment. Comme les jeunes le font au Ghana, avec Jerry Rawlings. Au Ghana, la tradition est là, c'est la tradition des anciens présidents. Au Bénin, ils sont sur la voie. Boni Yayi encore, ils sont sur la voie. Alors donc, nous ne pensons pas que le Togo soit en marge de toutes ces réalités assez prometteuses, assez constructives de la nation. Et merveilleuses pour chaque pays. Effectivement. Donc, nous pensons que c'est pour cela que les sentinelles disent toujours que nous, la campagne 75-20-20 demande ou alors propose au président de la République, Faure Essozinam Gnassingbé, de pouvoir passer la main courageusement et dignement en 2020 à une nouvelle génération. Pourquoi dites-vous cela? Parce que le président Faure Essozinam Gnassingbé, qui est dans son 3e mandat et qui va finir ce mandat-là certainement en 2020, a fait 3 mandats. Les 3 mandats dans un pays pourront déjà permettre à un président de mettre à terme son mandat ou alors son projet. Mais ses ambitions, son projet, ses rêves pour le pays, ses projets, tout. Si en 15 ans, vous n'avez pas trouvé des solutions pour votre pays, mais là, nous ne disons pas qu'il n'a pas trouvé de solution. Le président a fait des efforts. Nous voulons être honnêtes aussi. Nous sommes des jeunes. Nous sommes des sentinelles. Nous voulons être honnêtes. Le président Faure Essozinam Gnassingbé a fait des efforts. Ces efforts-là seront comptabilisés à son actif. Mais maintenant, l'effort qu'il doit encore faire est un effort pour garantir l'apaisement dans le pays. Et cet effort-là, c'est de pouvoir dignement passer la main à une nouvelle génération en 2020. C'est ça ce que les sentinelles proposent. Et c'est ce propos-là, disons, cet aspect de la chose qui constitue la pomme de discorde au niveau du dialogue. Et cela constitue le blocage. Et qu'est-ce que les sentinelles en pensent, pardon? Nous pensons que M. Faure Essozinam Gnassingbé est un homme respectable. Il est un homme courageux. Il est un homme qui a montré des capacités à pouvoir diriger un État, une nation. Il est un homme qui fait des efforts pour pouvoir opérer des changements, même si cela lui est difficile. Nous croyons en ses vertus et nous savons qu'il est encore capable du meilleur. Et le meilleur qu'il peut encore faire, nous avons la foi qu'il puisse passer la meilleure nouvelle génération en 2020. Nous croyons qu'il peut le faire. Il est capable de cela. Il est capable de trouver la meilleure option pour notre pays. La meilleure option pour notre pays, il le sait. Ce n'est pas de vouloir encore s'éterniser au pouvoir. Il le sait. Je sais qu'il nous écoute souvent aussi. La meilleure option pour lui, il le sait encore, et son entourage aussi le sait, c'est que pour que notre pays garde la stabilité, la paix, la sécurité, dont ils sont quand même justement les grands promoteurs, il est important que M. Faure Essozinam Gnassingbé passe la main en 2020 et qu'il devienne un ancien président. Et qu'il devienne un ancien président respectable, consultable, et que nous les jeunes, nous puissions toujours le considérer comme un modèle. Oui, quand vous parlez de passer la main, qu'est-ce que cela voudrait dire en français facile? Est-ce que, est-ce que Faure doit désigner un autre candidat, passer le témoin à un autre candidat au niveau de son parti, ou bien il doit quand même favoriser que une entité de l'opposition accède au pouvoir? L'alternance dont nous parlons est une alternance qui doit s'opérer tout en sauvegardant le sacré que nous avons. Le sacré que nous avons, c'est le vivre ensemble. Le Togolais doit conserver ce vivre ensemble. Et l'alternance que nous avons et que nous souhaitons, c'est que après l'alternance, et que on ait encore, n'est-ce pas,
une équipe qui vienne avec de nouvelles idées pour pouvoir booster la dynamique nationale, l'économie, même la vie politique. L'alternance là doit pouvoir prioriser le vivre ensemble. Et M. Faure Eswazina Gnassingbé a aujourd'hui le pouvoir, la capacité, non pas de désigner de façon indexée quelqu'un à qui on passe la main, mais tout simplement de favoriser les conditions pouvant justement faire réaliser l'alternance politique dans notre pays. Je ne veux pas dire ici que l'alternance, ce soit forcément de l'opposition ou encore du parti au pouvoir. Mais ce qui est intéressant et ce qui est envisageable, c'est que notre pays puisse aujourd'hui aller dans une autre dynamique. Et aller dans une autre dynamique, vous avez dit que le chef de l'État déblaye le terrain et qu'il fasse en sorte que les conditions requises ou optimales soient réunies pour favoriser cette alternance. Et on en débat aussi au niveau du dialogue. Et parmi ces conditions, d'autres disent il faut ramener la Constitution de 92, à un moment donné 5 articles, et après d'autres également évoquent il faudrait nécessairement que le cadre électoral soit assaini. Oui, vous optez pour? Donc vous savez, de tout le débat qui a cours ou qui a eu cours jusque-là, l'essentiel que nous pouvons retenir, c'est que dans un pays, pour qu'on puisse véritablement avoir les conditions de l'alternance, c'est que tous les éléments relatifs aux élections soient à la fois le cadre électoral, et nous au Togo, le mode de scrutin, la limitation des mandats, le fichier électoral, la composition de la CENI, tous ces éléments, la Cour constitutionnelle, tous ces éléments-là, lorsque nous avons la transparence, lorsque ces institutions ne sont pas verrouillées, lorsque le fichier électoral ne contient pas des parasites et des virus pour pouvoir doubler après tout ce que vous savez et ce que nous avons vécu malheureusement dans ce pays, c'est que nous avons alors les conditions pour aller certainement des élections. Les gens ont peut-être toujours récusé à l'opposition d'avoir peur des élections. L'opposition n'a jamais eu peur en fait des élections. L'opposition a eu peur toujours des conditions dans lesquelles on organise les élections et l'état délabreux moralement et institutionnellement parlant des institutions qui sont appelées à suivre le processus électoral. Et donc les institutions impliquées dans l'organisation des élections. Dans les élections. Alors là, ce que le débat doit se focaliser sur la révision du cadre électoral, pas finalement un cadre électoral consensuel. Parce que consensuel pour certains peut ne pas l'être pour les autres, mais correct, propre. Oui. Et c'est ce qu'on a évoqué quand même, que le fichier électoral n'est pas tellement correct, mais consensuel. Soit propre, soit dépouillé de tout parasite. Oui, que le fichier soit dépouillé de tout parasite et de virus, avez-vous dit? Est-ce à dire qu'il faut totalement aller à une refonte et puis faire un nouveau fichier électoral pour le pays? Non, cela dépendra finalement des options que nous aurons. Mais de toute façon, le résultat que nous devons avoir avant d'aller aux élections, c'est qu'on ait quand même un fichier électoral qui soit correct et dont on a la garantie qu'il n'y aura pas de manipulations outre mesure. Voilà, dans ces conditions-là, l'opposition pourra aller aux élections. Dans ces conditions, les élections ont alors un sens, leur propre sens. Mais si on peut faire des élections tout en sachant que les conditions matérielles, institutionnelles ne sont pas réunies. Réunies en ce sens que il y a grand risque de fraude, il y a grand risque de manipulation et donc de violence post-électorale, comprenez que les élections n'ont pas de sens. Ah oui, et certains partis comme les centristes, par exemple, Clé aussi suggère qu'il faudrait que la communauté internationale vienne superviser les élections. Oui, effectivement. C'est vrai, c'est dommage effectivement que dans des pays où nous sommes, il faut absolument l'intervention de la communauté internationale avant de pouvoir juger de la crédibilité de nos élections. Mais malheureusement, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Moi, je ne vois pas quelle communauté internationale va, par exemple, superviser les élections en France. C'est parce qu'eux, ils ont les conditions sont sédimentées. Les conditions sont devenues séculaires, les conditions sont devenues traditionnelles. Donc, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est ça, c'est un défi des pays africains. Mais comme nous n'y sommes
sont pas encore arrivés, il est important justement que la communauté internationale puisse venir mettre son regard dans ce que nous allons faire. Finalement, un gendarme derrière vous, au Togo? Mais ce n'est pas que c'est un gendarme. Nous sommes dans cette condition-là depuis. Et malheureusement, c'est vrai, nous croyons toujours à la bonne foi de la communauté internationale. Et quelquefois, cette communauté internationale également éclabousse sa crédibilité. Mais de toute façon, nous ne pouvons aujourd'hui avancer sans l'intervention de la communauté internationale, des autres, qui ont besoin de nous accompagner aussi. De toute façon même, quand nous allons organiser les élections, les pays africains qui aujourd'hui, là je généralise, les pays africains qui organisent des élections mais qui n'ont pas les moyens pour pouvoir financer même leurs élections, qui ont besoin que des gens viennent toujours pour les financer, ils vous financent. Mais oui, mais depuis un certain temps, le Togo a quand même les moyens, lui-même. Dispose des moyens et puis organise les élections de ses propres moyens. Mais c'est ce que nous souhaitons. Mais ce qui est intéressant, je crois que ce que nous pouvons retenir, c'est que nous aurions pu organiser des élections sans l'intervention de la communauté internationale si la confiance est établie de part et d'autre. Et tout ce que vous dites à monsieur le coordonnateur adjoint des Sentinelles de la République, est-ce que vous arrivez à avoir les coups de franche pour les divulguer sur le terrain tout aisément, sans anicroche avec les populations à l'intérieur du pays? Oui, depuis que nous avons lancé la campagne 75-20-20, nous n'avons pas eu de difficulté à approcher les populations qui sont très intéressées. Des gens comprennent finalement, des gens sont même abasourdis de comprendre que mais c'est vrai, on n'a pas le statut de président de la République, mais c'est pas normal. Mais je crois que c'est avec ce grand étonnement-là que les gens expriment leur souhait que il faut aller vers une telle réalité. Oui. Donc j'estime que avec la campagne 75-20-20 lancée par les Sentinelles de la République, le débat a été suffisamment lancé. Vous, les professionnels des médias, vous vous êtes également approprié le débat. Vous avez posé le débat plusieurs fois. Nous avons approché les autorités, des leaders d'opinion dans le pays pour pouvoir également susciter le débat, discuter avec eux, prendre également de leurs conseils, envisager des actions à mener. Nous avons sollicité une audience auprès du président de l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas encore pu le rencontrer. De même que le gouvernement, le Premier ministre, nous lui avons également adressé un courrier. Nous ne l'avons encore pas pu rencontrer. Mais nous pensons que c'est leur agenda qui pose problème. De toute façon, nous aurons l'opportunité de les rencontrer. Et nous disons que le statut des anciens présidents de la République a aidé dans beaucoup de pays. C'est un élément qui accompagne le processus de l'alternance. Dans tous les pays où l'alternance est devenue une tradition, les anciens présidents, de toute façon, tous ceux qui ont eu déjà à exercer les hautes fonctions de la République doivent savoir ce qu'ils deviennent après cette fonction. S'ils ne le savent pas, cela pose problème. Oui, mais est-ce que c'est le contenu de la JBCR qui importe aux gens ici? Si moi j'ai suffisamment de moyens et je suis président, mais votre statut, ça m'importe. Non, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que ce que vous allez gagner, monnaie sonnante. Il y a aussi les protocoles, il y a aussi la dignité qu'on doit vous garder, qu'on doit vous conserver. Il y a la dignité, il y a la place qu'on vous donne. N'est-ce pas, que quand vous ne serez plus. En Italie, par exemple, lorsque vous êtes ancien président du Conseil, après vous devenez sénateur à vie. Aux États-Unis, le Former President Act est là, qui accompagne les anciens présidents. En France, le statut des anciens présidents est là pour pouvoir les accompagner. Maintenant, en Afrique, au Bénin, au Ghana, au Burkina, ils ont fini par avoir leur statut. Nous disons aujourd'hui, dans tous les cas, voter aujourd'hui la loi sur le statut des anciens présidents de la République, cela a un intérêt, c'est respecter la Constitution. Maintenant, l'autre intérêt, c'est que cela peut aussi contribuer certainement à trouver des solutions à notre situation politique. Pourquoi pas? Alors, c'est que nous ne disons pas que c'est pas cela que on va donner de l'argent à M. François Gnassingbé, puisque c'est lui qui est aujourd'hui président. Peut-être que c'est lui qui deviendra le premier ancien président encore. Je ne sais pas. Mais c'est que cela va aider à quand même créer des conditions de l'après-pouvoir, constitutionnellement parlant. Matérialiser cela, c'est important. Le Togo doit aller vers là.
Le Togo doit aller vers là. Et maintenant, voilà, le Front citoyen Togo debout est devenu, on dirait, persona non grata sur le terrain si il veut déballer ou dérouler une activité. La preuve, le samedi, le Front citoyen Togo debout a été empêché par les forces de l'ordre déployées en grand nombre de pouvoir tenir sa conférence publique, disons conférence débat au centre communautaire de Baie. Qu'est-ce que les sentinelles de la République, qu'est-ce que vous en pensez? On revient tout de suite après la pause. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM.